Bonjour à tous, je suis Eudie Surgé, je suis rythmologue adulte et pédiatrique donc dans les hôpitaux de Bichat et Robert Debré. Aujourd'hui, je vais vous présenter la mort subite chez l'enfant et comment on peut essayer de la prévenir. Pour ça, je vais partir en 3 phases pour répondre à 3 questions différentes. La première, c'est chez qui on va chercher, chez qui on va essayer de prévenir la mort subite, parce que ce qui a déjà été démontré, c'est que si on dépistait tout le monde, c'est pas efficace. Donc on va essayer de déterminer des groupes qui sont plus à risque que d'autres de mort subite. Donc ça va être une analyse des données épidémiologiques. Ensuite, deuxième partie, quand je dois chercher, quand est-ce que je dois être interpellé face à un enfant et comment je vais faire le diagnostic. Quels sont les moyens de diagnostic que j'ai à ma disposition. Et enfin, une fois que j'ai fait le diagnostic, comment je vais prévenir la mort subite, c'est-à-dire comment je vais stratifier le risque rythmique et comment je vais traiter l'enfant. Parce que pour éviter la mort subite, la première mesure, c'est la prévention. Donc plus on diagnostique tôt, plus on traite tôt, plus on a de chances d'éviter la mort subite. Alors la première partie, c'est l'épidémiologie. Je vais partir de la définition. Qu'est-ce qu'une mort subite ? Donc une mort subite inexpliquée, c'est une mort subite chez une personne qui allait bien dans les heures, voire les 24 heures avant la mort subite, qui a entre plus d'1 an et moins de 35-40 ans. On parle de mort subite du nourrisson quand la personne, l'enfant, a moins de 1 an. Ce n'est pas ce que je vais développer ici pour plusieurs raisons. Premièrement, l'épidémiologie, elle est différente. L'incidence, elle est différente. Et les étiologies, elles sont différentes. Ce qu'on sait, c'est que la proportion de mort subite inexpliquée, elle est élevée. Même quand on utilise tous les moyens qui sont à notre disposition, autopsie, biologie, on a 40 à 65% des cas où on ne retrouve pas d'étiologie. Alors l'incidence, elle est variable dans les études. Pourquoi ? Parce que les critères d'inclusion sont variables. Des fois, ça va jusqu'à 17 ans, des fois, ça va jusqu'à 35 ans. Les méthodologies sont variables. Et donc, du coup, on a une incidence qui varie entre 0,3 et 9,1 pour 100 000 personnes années. Alors, même s'il y a des différences entre les études, il y a quand même des similitudes. Alors, déjà, il faut déjà replacer dans son contexte. L'incidence de la mort subite chez l'enfant, c'est faible si on compare à des chiffres de mort subite chez l'adulte. C'est à peu près 135 pour 100 000 personnes années, donc on est dans une autre différence de chiffres. Par contre, ce qui est intéressant et ce qu'on retrouve dans toutes les études, c'est que c'est une incidence qui est en 2 pics. Il y a une première incidence qui est élevée entre 2 et 4-5 ans. Vous avez un creux entre 6 et 13 ans, et après, entre 14 et 18 ans, il y a une augmentation de l'incidence. Et dans les groupes de risque qui sont déterminés, il y a une incidence qui est plus élevée chez les garçons, entre à peu près 60%, avec une augmentation de proportion de garçons plus importante aux 2 pics, donc de 4 ans et 14-18 ans. C'est également plus fréquent chez les personnes noires. Dans cette étude de Burns, il y a 45% des enfants qui avaient fait des morts subites qui étaient noirs, alors que dans la population étudiée, ils ne représentaient que 23%. Et également, il y a plus de morts subites chez les sportifs, avec une étude dans JACC qui vient de sortir, qui est intéressante, de 2023. Non seulement c'est plus fréquent chez les sportifs, mais il y a aussi des étiologies différentes. Et non négligeable, ce qui va faire aussi la différence dans les études, c'est que vous avez des incidences qui sont différentes suivant les régions géographiques. Par exemple, vous avez plus de CMH aux États-Unis que dans les pays européens. Donc quand vous allez faire les étiologies de la mort subite, vous allez avoir des différences de chiffres suivant où a été réalisée l'étude. Alors, autre point commun, dans les cas de mort subite, il y a 20% des cas où on connaissait la maladie cardiaque avant, et dans 2 tiers des cas, c'est là où ça va être difficile de les trouver, ils n'avaient pas d'antécédent médical. Le mode de survenue, c'est 3/4 du temps au repos. Et ce qui est intéressant, c'est que dans plus de la moitié des cas, il y a des prodromes, donc soit juste avant la mort subite, donc soit dyspnée d'effort, douleur thoracique, palpitations, ou des symptômes qui ont eu lieu dans les mois ou les années avant, la dyspnée et l'insyncope. Donc ce qui veut dire qu'un symptôme cardiaque chez un enfant, alors on en voit plein aux urgences, ça ne veut pas dire qu'il faut bilanter tout le monde, mais ça doit quand même faire tiquer et il faut faire un bilan clinique à minima, au moins interrogatoire, ECG et échographie cardiaque. Alors quand est-ce qu'on doit tiquer ? J'ai pris le parti de m'intéresser à la syncope grave, donc ça c'est Reco 2018. C'est quoi une syncope grave ? C'est quoi qui doit m'alerter quand il y a un enfant avec une syncope ? Première partie, c'est vraiment l'antécédent de mort subite familiale. Le contexte, si c'est durant un effort, les canalopathies, il y a beaucoup de contextes d'effort, d'adrénergie.
alors pas toutes, hein, mais certaines, durant le sommeil et durant une fièvre. Donc il faut bien faire attention. Les diagnostics différentiels de fièvre de nourrisson, ça peut être des brugadas, c'est pas forcément juste de la fièvre du nourrisson et qui va faire une crise convulsive. Quand il y a une perte d'urine et de sel, ça veut dire que la syncope, elle est tellement profonde qu'il y a un relâchement des sphincters. Ça, c'est un critère de syncope grave. Et dès l'instant que vous avez une anomalie à l'ECG, il faut aller plus loin. C'est-à-dire qu'il faut chercher, il y a quelque chose. Alors, les moyens diagnostiques, on va être dans 2 cas de figure. Soit j'ai un enfant, il y a un antécédent de mort subite dans la famille, je fais un bilan, c'est pas ce que je vais développer ici. Soit il y a un enfant qui est symptomatique. Donc il vient vous voir, il se plaint de quelque chose, et on va essayer de déterminer le phénotype. Pour ça, il y a une première partie, c'est l'interrogatoire. L'histoire personnelle, l'histoire familiale. L'âge et le sexe de l'enfant, ça va déjà vous déterminer vers certaines étiologies. Vous allez plus vous orienter vers certaines cardiopathies ou vers certaines arythmies que d'autres. Le contexte, est-ce que c'est un contexte d'adrénergie? Est-ce que c'est un contexte vagal? On a vu les symptômes, s'il y en a d'autres, ils sont présents dans la moitié des cas à peu près. Et est-ce qu'il a déjà eu des examens avant? Est-ce qu'il a déjà eu un ECG? Est-ce qu'il y a déjà eu une écho? Pour essayer de récupérer ce qu'on peut. Et l'histoire familiale, on va essayer de remonter jusqu'à 3 générations. On demande bien aussi s'il n'y a pas eu de noyade chez quelqu'un qui savait bien nager, s'il n'y a pas quelqu'un qui s'est planté avec une voiture alors qu'il n'y avait pas de problème. Et après, on va avoir 3 champs d'action. Simplex, biologie, toxicologie, si c'est un adolescent. Et la morphologie, c'est ça qui va être important. Vous allez tout de suite savoir, est-ce que mon cœur il est normal, est-ce que mon cœur il n'est pas normal. Morphologie, échographie cardiaque, ça c'est ce qui est le plus simple. Vous allez voir si structurellement, votre cœur il n'est pas normal. Si vous avez un doute, vous pouvez toujours aller plus loin sur l'IRM cardiaque ou le scanner. On va essayer de voir des anomalies coronaires, etc. Et puis après, si le cœur... Alors, il faut faire les deux aussi, mais si le cœur il est normal, là, on va passer sur le plan électrique, on va essayer de pousser. Le CG, c'est la base. Après, c'est bien de faire aussi un Holter ECG si on recherche, par exemple, des canalopathies, ça dépend de ce qu'on recherche. Les potentiels tardifs, ça s'est fait que dans certains centres, éventuellement, si on recherche, par exemple, une dysplasie du ventricule droit. Les tests pharmacologiques, on verra, on ne les fait pas forcément tous chez les enfants, il y en a qu'on ne fait pas parce que ça peut être dangereux. L'épreuve d'effort, et éventuellement, on peut faire une exploration extra-physiologique si, par exemple, on a une préexcitation ou un Kent. Donc, une fois qu'on se retrouve là, donc soit le cœur, il n'est pas normal, en gros, il y a 3 catégories. Il y a la cardiopathie congénitale, la cardiomyopathie, la orthopathie. Soit le cœur, il est sain. Quand le cœur, il est sain, là, 2 cas de figure, soit c'est un syndrome arythmique, en général, pas héréditaire, donc on a du BAV congénital ou du Kent, soit on va partir dans les syndromes arythmiques héréditaires ou canalopathie. Il y en a plusieurs. Les 3 plus fréquents, c'est QT long, TV catécholaminergique et Brugada. Et moins fréquent, repolarisation précoce, fibrillation ventriculaire idiopathique, QT court. Oups. Une fois qu'on a déterminé le phénotype, on va essayer de déterminer le génotype. Si le cœur il est structurellement anormal, on va cibler des gènes qui sont en corrélation avec le phénotype. On ne va pas faire quelque chose qui n'a rien à voir. Et puis si on part sur un cœur sain, donc là c'est un petit schéma pour montrer les gènes qui sont retrouvés dans les canalopathies. On voit, j'ai mis entre parenthèses, donc c'est la rentabilité des tests génétiques, elle est faible dans les canalopathies. La plupart du temps, c'est des gènes qui concernent soit des canaux ioniques que j'ai mis en bleu, soit des gènes qui sont responsables dans la régulation du métabolisme calcique. Alors, ce qui a été retrouvé dans les différentes études, donc là, c'est un diagramme qui est dans l'étude de Stiles. Donc, vous avez en ordonnée la représentation, la proportion des étiologies de mort subite, et en abscisse, vous avez les âges. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est le rectangle rouge. Donc, ce qu'on peut voir, c'est aux âges jeunes, donc on a quand même une proportion importante de cardiopathie congénitale en bleu clair. On voit que la myocardite, elle est quand même assez importante chez l'enfant, plus que chez l'adulte, donc potentiellement aussi qu'on les sous-diagnostique. Et puis, part très importante, qui est la part aussi sur laquelle je vais me focaliser sans être redondante avec ce qui a déjà été fait, c'est les syndromes arythmiques. Quand, par exemple, dont les canalopathies, quand le cœur il est sain. Alors, je vais détailler les 3 plus fréquentes en essayant de voir comment on peut les diagnostiquer avec des petits tips, des choses qu'on ne fait pas forcément souvent. Donc, la TV catécholergique, donc je ne vais pas revenir sur les bases, mais le CG de base, il est normal. Ce qu'on a à l'effort, c'est une ESV ou une TV bidirectionnelle. C'est ça qui va être responsable des symptômes chez l'enfant, et aussi ils font plus d'arythmie atriale. Donc ça peut expliquer les symptômes. La prévalence, c'est 1 sur 10 000. L'âge moyen, c'est 10 ans. C'est rarement vers 2 ans. Dans la littérature, il n'y a que 2 case reports de TVC à 2 ans, mais sinon, l'âge moyen, c'est 10 ans. À 10 ans, 35% ils sont symptomatiques. 21 ans, c'est 72%.
Et dans les 3/4 des cas, ils ont un antécédent de maladie, de mort subite familiale. Donc ça veut dire que si on commence à faire l'interrogatoire des antécédents, on va quand même trouver quelque chose. La pénétrance, elle est modérée, on va dire modérée forte, 65-80%. Par contre, la mortalité, elle est très élevée. Elle est 30% de mort subite avant 30 ans, donc il ne faut pas se rater. La génétique, c'est essentiellement... Donc, c'est autosomique dominant quand c'est une mutation de RIR2 et c'est récessif quand c'est la calséquestrine. Ça, c'est des gènes qui sont impliqués dans la régulation du métabolisme calcique parce que les ESV, c'est des after depolarization, donc c'est un mécanisme calcique dépendant dans la TVC. Alors, comment je dépiste l'interrogatoire? Alors, ça se manifeste très fréquemment par des épilepsies. Donc, faut pas, là aussi, il faut faire attention, les épilepsies, être sûr que ce ne soit pas une TVC. Le facteur déclenchant, on a dit émotion, stress, sport, s'il y a un antécédent de mort subite familiale. Le diagnostic, donc il y a le Holter ECG. L'épreuve d'effort, ça c'est la pierre angulaire des examens complémentaires pour faire le diagnostic, la stratification du risque rythmique et aussi voir la réponse au traitement. Puis on peut faire, des fois de temps en temps, mais bon, ça c'est à discuter, des tests pharmacologiques avec isuprel et adrénaline. Donc là, on voit bien le démarrage de FV avec des ESV bidirectionnels. Et puis, la question qui peut paraître simple, mais qui ne l'est pas, c'est comment je fais une épreuve d'effort et comment je fais une épreuve d'effort pour dépister une TVC. Donc en général, c'est à partir d'1,30 m sur vélo. Ce qui a été démontré, c'est que le protocole Bruce, donc il y a cette étude de Roston, c'est peu de patients, mais quand même, en fait, ils ont mis 6 personnes en faisant un protocole Bruce, donc vous avez une augmentation progressive de la fréquence, et ils les ont fait faire donc une fois ce test, et une fois, ils ont fait un test beaucoup plus intensif où vous mettez charge max des 3 minutes, donc augmentation brutale de fréquence cardiaque. Et en fait, il y en a 5 sur 6 avec qui le protocole brutal, vous allez révéler la TVC. C'est-à-dire qu'ils ont un Bruce, on ne voit rien. Et au protocole brutal, ça révèle la TVC. Il y en a la moitié chez qui, quand même, on a mis un traitement alors qu'ils n'en avaient pas. Et puis, autre étude qui est intéressante, qui a été publiée en 2023, c'est qu'il faut répéter ces examens. Ce n'est pas parce que c'est négatif qu'il faut se dire « c'est bon, c'est pas ça », il faut le refaire. Là, c'est une étude qui a été faite... plus de 100 patients, ils ont fait donc une épreuve d'effort. Ils l'ont refaite 1 an après. Il y a 17% des patients qui étaient traités, 17% non traités et l'autre traités. Et ils ont catégorisé les ESV. 0, il n'y a pas d'ESV. 1, c'est isolé. 2, c'est bigéminé. 3, c'est un doublé. Et 4, vous partez en TVNS. Et ce qui est intéressant, c'est que dans 17% des cas, vous changez de plus de 2 catégories. C'est-à-dire que quand vous refaites un test 1 an après, même condition, même traitement, même test, le test, il est différent. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que la moyenne d'âge, elle est de 14 à 38 ans. Donc c'est encore plus si vous faites que des enfants, parce que l'évolution de la maladie, on peut supposer qu'elle va être plus importante dans l'enfance. Et donc, il faut répéter les tests. Ce n'est pas parce que c'est négatif une fois que ça sera la deuxième fois. Donc ça, c'est important. Donc la stratification du risque rythmique, bon, plus l'âge il est jeune au diagnostic, plus le risque il est important. Bon, évidemment, plus vous avez des ESV, des formes répétitives à l'épreuve d'effort, plus le risque est important. Il y a des mutations, ça a été décrit tout à l'heure, qui sont plus arythmogènes, calséquestrine et dans la portion C terminale de RIR2. Le traitement, ça fait partie de la prévention de la mort subite, mais on ne va peut-être pas le plus développer. Mais bon, pour citer les bêta-bloquants, non sélectif, il y a quand même 25% de récurrence de syncope sous bêta-bloquant. Donc, quand c'est le cas, on peut ajouter la flécaïne. Et puis, s'il y a une récurrence, les options, c'est d'énervation sympathique des fibrillateurs, restriction de l'activité sportive sans totalement l'arrêter. Ensuite, je vais passer au QT long. Donc, le QT long, la définition stricto sensu, on commence à tiquer quand le QT il est supérieur à 440 millisecondes. Sauf que vous avez 20% à peu près de la population où vous avez une zone grise entre 440 et 470 où il y a un mélange entre du QT long et de la population lambda. Donc du coup, il y a le score de Schwartz qu'on utilise. Vous faites le diagnostic de QT quand le score il est supérieur à 3. Ce que j'ai mis en rouge, ce qui est intéressant, c'est que la mutation pathogène, c'est 3,5. Donc, quelle que soit votre valeur de QT, la mutation pathogène fait le diagnostic de QT long. Ça ne veut pas dire que le CG, il y aura un QT long, parce que la pénétrance, elle est variable, mais ça fait le diagnostic. Chez l'enfant, ça peut se manifester par des bradycardies et du BAV 2 sur 1. Alors l'épidémiologie, juste bref rappel, donc il y a les 3 principaux gènes, QT1, enfin phénotype on va dire, QT1, 2, 3, le QT1 étant le plus fréquent, et dans l'ordre 2 et 3 avec une pénétrance variable de 70%, il y en a quand même 40% qui font une syncope,
et 4% une mort subite. La transmission, elle est plus souvent autosomale dominante, et il y a 17 gènes connus, mais les 3 premiers, donc, qui sont responsables des QT1, 2, 3, représentent 90% des gènes. Alors, donc le dépistage, je fais un peu le même plan, hein. Symptômes là aussi, on peut retrouver des QT longs en neurologie. Donc le facteur déclenchant, il va être variable suivant le génotype. On va essayer de rechercher s'il y a une prise de médicaments qui augmente le QT. Les antécédents de mort subite familiale, l'examen clinique, on va essayer de rechercher des formes syndromiques. Est-ce qu'il y a un Andersen-Tawil? Est-ce qu'il y a un Gervel? Voilà, un Timothy syndrome. Est-ce qu'il y a une surdité? Le Holter-ECG, ça va être intéressant aussi de mesurer où on mesure le QT. Dans le Holter-ECG, on ne fait pas juste millisecondes pour calculer facilement le basette. Il faut faire quand il y a des variations de fréquence, quand vous avez une fréquence qui s'accélère, une fréquence qui diminue, parce que très souvent, quand le QT est anormal, le QT ne va pas s'adapter. À des post-pauses aussi, c'est là où il faut le mesurer, c'est là que c'est important. Dans l'épreuve d'effort, c'est aussi important de faire jusqu'à 4 minutes après arrêt. Là, il y a une étude qui a été faite de Yang en 2022. Ils ont fait une revue de la littérature sur plus de 1000 cas. Ils ont regardé, suivant le génotype du QT, comment le QT se comportait durant une épreuve d'effort. Donc les types 1, donc là c'est le QT baseline. Là, vous avez le stand quand vous faites une épreuve d'effort brutale avec augmentation de charge sur 3 minutes. Là c'est du progressif, c'est du Bruce. Et là c'est du 4 minutes. Donc ce qui corrèle avec la manière dont va se déclencher une arythmie sur un QT1, c'est plutôt quelque chose de progressif. Donc là, on voit quand vous faites brutal et quand vous êtes en prolongé, le QT il augmente progressivement et puis continue un peu d'être haut quand vous êtes à 4 minutes. Le 2, c'est plutôt de l'émotion du réveil, donc c'est bing d'emblée. Donc c'est pour ça que l'épreuve d'effort stand, hop, ça vous fait augmenter à fond le QT. Et il y a une réélévation aussi à 4 minutes. Et puis le QT3, comme c'est du sommeil, c'est normal que si on vous charge, il ne se passe pas grand-chose. On peut faire rarement, alors le test à l'adrénaline, c'est passé nouvellement en 2B dans les recommandations. Nous, on continue à le faire dans certains cas parce qu'on trouve que c'est assez utile, même si c'est difficile d'interprétation, mais on pourra en rediscuter. Alors le QT long, on avait la discussion tout à l'heure. Comment on mesure un QT long? C'est très difficile à mesurer. Souvent, nous, on se montre entre nous les ECG. Parce que des fois, ça peut être compliqué. Donc, on ne va pas rediscuter. Hein. Il y a la méthode de la tangente. On exclut l'onde U. Bon, on peut revenir après sur la définition de l'onde U. Il faut faire plusieurs mesures. Il faut moyenner, il faut le prendre à différents moments. Couché, debout, il y a des variations de QT suivant la position. Et puis, il y a cette étude d'Androsova qui est intéressante. C'est en fait, on sait qu'il y a 3 méthodes de correction du QT qui sont les plus fréquemment utilisées. Vous avez le Basset, le Friederichia et puis le Framingham. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris plus de 300 enfants, ils les ont mis position allongée, assise, debout. Pourquoi ça? Parce que vous faites augmenter la fréquence cardiaque quand vous passez d'assise à debout. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez en vert les QT qui sont normaux, et puis plus vous allez vers le rouge, plus c'est anormal. Et vous voyez bien qu'avec le Basset, on a une augmentation de faux positifs qui est d'autant plus importante que vous faites passer assis à debout. Ça veut dire que plus la fréquence cardiaque elle est rapide, plus avec le Basset, vous avez des risques de faussement diagnostiquer un enfant QT long alors qu'il ne l'est pas. Donc du coup, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus faire le Basset, ça veut dire que quand vous mesurez le QT, c'est bien d'utiliser plusieurs méthodes de correction et de le combiner notamment au Friederichia, qui va moins faire de faux positifs, et c'est d'autant plus important quand vous avez des bébés, ils sont hyper rapides, donc c'est pas le mieux le Basset. Ensuite, la stratification du risque rythmique. Les risques d'arythmie, c'est la valeur du QT quand il y a plus de 500, si vous faites des ESV forcément, antécédent de syncope. La génétique, QT3, QT2, ça c'est une étude intéressante de Priori 2018 qui a été validée par un score il y a 2 ans. En fait, le risque, c'est une combinaison de la valeur du QT et de la génétique. C'est-à-dire que déjà, quand vous prenez 10 millisecondes de QT, vous prenez 15% de risque en plus de mort subite à 5 ans. Première info. Et un QT3, c'est pas la même chose, c'est 157% plus de risque. Un QT2, c'est 130% par rapport à un QT1. C'est-à-dire que pour une même valeur de QT, la génétique va vous faire passer d'un risque plus important à un autre. Donc vous n'avez pas un 480 ou un 490 sur un QT3, c'est pas pareil qu'un 490 sur un QT1. C'est ça que ça veut dire. Donc le traitement, c'est quoi? C'est une liste de médicaments qui est contre-indiquée. Ce qu'on donne aux patients, c'est le site internet Credible Meds, qui est super bien fait. C'est en fait tous les médicaments contre-indiqués dans le QT long. C'est en anglais, c'est disponible dans plusieurs langues. Donc les patients, les enfants, quand ils voyagent, ils peuvent se mettre dessus et ils savent ce qu'il faut éviter ou non. Éviter le trigger, facteur déclenchant en français, et les désordres hydroélectrolytiques, éviter l'hypokaliémie.
Les bêta-bloquants, ce qu'on sait, c'est dans le QT3, les bêta-bloquants, l'efficacité, c'est discuté, donc on peut mettre des boucleurs sodiques. Et s'il y a une récurrence, c'est la dénervation sympathique et le défibrillateur. Et le sport, on évite les fractionnés, tout ce qui est augmentation, boom, de fréquence assez brutale. Chez l'adulte, on met des limites de fréquence cardiaque, on dit moins de 150 par minute, mais comme chez l'enfant, c'est des fréquences cardiaques qui sont variables suivant l'âge, on ne met pas de cut-off de fréquence. Alors enfin, je vais terminer par le Brugada. Donc, rappel, le Brugada, c'est les types 1, type 2, type 3, on ne s'en sert plus, c'est pas diagnostic. Et c'est une surélévation du point J de plus de 2 mm en V1 et ou V2. La prévalence, c'est de 20 pour 100 000 et la pénétrance, elle est variable, 30%. C'est une transmission dominante, il n'y a plus de 10 gènes, mais le majeur, c'est ce qu'on a dit, CNSAK. Alors, de dépistage, là où il ne faut pas se faire avoir, c'est les malaises et les brugadas, c'est souvent des contextes vagos. Donc, il ne faut pas se dire, ouais, c'est vagal, c'est bon. Facteur déclenchant, la fièvre. Les nouveau-nés qui font de la fièvre, il faut avoir le réflexe de faire un ECG, parce que des fois, vous pouvez voir un brugada monstrueux, surtout quand ils convulsent. Et puis, donc l'électro, on fait V1, V2 surélevé. Le Holter ECG, on demande en 12 dérivations pour que nous, quand on lit, on puisse voir toutes les dérivations, voir s'il y a un aspect de brugada. Et chez l'enfant, ce qui a été décrit, c'est des formes spécifiques qui sont plutôt sous forme de troubles de conduction, notamment chez 1-2 ans, quoi. Alors, stratification du risque rythmique, quand il y a un antécédent de syncope, les garçons, quand il y a un type 1 spontané, QRS fragmenté, ou quand vous avez une repolarisation précoce qui est associée. Le traitement, on donne une liste de médicaments contre-indiqués. Là aussi, il y a un site, c'est brugadadrugs.org. On traite la fièvre, on évite l'alcool, la drogue, qu'il est ado éventuellement. Voilà. Quinidine si on a des récurrences de choc et un défibrillateur s'il y a un arrêt cardiaque. Alors si je dois résumer les messages, c'est les grands points. Il y a 2 pics dans l'incidence de la mort subite chez les enfants, c'est plus fréquent chez les garçons, il y a des groupes à risque, c'est là où il faut être vigilant. L'interrogatoire, c'est hyper important, il y a des syncopes qui sont plus ou moins graves, on va tiquer. Et les morts subites familiales, ça faut vraiment tiquer aussi. Dépistage, répétition des examens complémentaires, hyper important, c'est pas parce que c'est normal aujourd'hui que ça sera normal demain. 3 champs d'investigation, biologie, morphologie, électricité. Si mon cœur est normal, est-ce que c'est une canopathie? Et enfin, je pense qu'il faut adresser au moins une fois un centre de référence et un rythmologue si vous pensez que c'est une arythmie héréditaire. Et c'est important aussi qu'on maîtrise aussi la transition enfance-adulte. Donc voilà, je vous remercie de votre attention.